Bonjour à tous, bienvenue dans cette visioconférence. Aujourd'hui, nous allons parler équilibre alimentaire et petit budget. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom, Movadom Alliés et Adapsia. Elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Allier avec le concours de la CNSA. Merci à tous pour votre participation et votre présence. Je suis Pascal, donc je suis là pour présenter cette visioconférence, la démarrer et ensuite je laisserai Laure dérouler ses diapositives et nous expliquer tout son sujet. Si vous avez des questions techniques ou autres, n'hésitez pas à les poser dans la barre de conversation pour ceux qui nous suivent en direct. J'interpellerai Laure si vous avez des questions pour qu'elle puisse y répondre. Et sinon, on aura toujours en off, une fois l'enregistrement terminé, un temps d'échange et des questions-réponses. Pour vous inscrire à nos prochaines visioconférences, c'est sur movadom.eventbrite.com. Si vous nous regardez en replay sur YouTube, abonnez-vous à notre chaîne. Vous recevrez des notifications quand les vidéos seront disponibles. Et puis, mettez-nous un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Laure, je te laisse te présenter, prendre la main sur la présentation et dérouler. Donc, bonjour à tous, je suis Laure, diététicienne nutritionniste. Est-ce que là, tout le monde m'entend? C'est tout bon? Très bien, parfait. Super. Donc, surtout s'il y a des petites questions ou des petites interrogations, des petits besoins compléments, effectivement, comme vous disait, Pascal, vous avez toujours la possibilité de les poser en fin de session, mais vous pouvez aussi laisser un petit message sur le chat. On n'est pas très nombreux, c'est l'occasion quand même de rebondir au fur et à mesure. Voilà. Aujourd'hui, on va parler alimentation et petit budget. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un point sur l'équilibre alimentaire et puis on fera un point aussi sur les. Oh, Il faut que tu prennes le contrôle de la présentation. ça y est, Voilà, parfait. super. Donc, comme je vous disais, on va parler équilibre alimentaire, mais on va également parler de l'acte de manger, de se nourrir, puisque c'est pas anodin et que finalement, on va remarquer ensemble que nous avons tous une perception de l'acte de se nourrir qui peut être différent. Et on aura des petites astuces pour, que tout ça rentre dans des critères de budget cohérents, puisqu'on sait que, le budget alimentation prend quand même une place importante sur le panier moyen de la ménagère et sur, nos charges, au quotidien. Et on sait aussi que malheureusement, nous sommes dans une conjoncture actuelle où, il va falloir, trouver des astuces pour pouvoir, manger, correctement, avec, à la fois ce qu'on trouve, puisqu'il y a certaines huiles que vous ne trouvez pas, vous ne trouvez plus de moutarde et avec un budget qui va augmenter à la fois pour la préparation comme pour se fournir. Donc, il faut que nous prenions ça en compte. Voilà. Surtout, prenez le temps de m'interpeller si besoin était et sinon vous passez par Pascal qui, est là comme support. Donc pourquoi vos menus sont importants? Vous, qu'est-ce qui fait que vous mettez de l'importance ou pas du tout d'ailleurs d'importance dans les menus que vous préparez au quotidien? Donc Parce les qu'on aime menus, bien manger. voilà. Heu, vous attendez avec impatience mes astuces, vous allez voir et vous j'espère que vous allez pas être déçus, Cathy. Et donc en fait, on aime bien manger effectivement, puis surtout, nos menus, ils sont importants parce qu'on se nourrit au moins 2 fois par jour, plus un petit déjeuner, que ça revient 7 jours sur 7 et qu'en fonction de ce que les uns et les autres aiment, eh bien, il faut jongler pour que le repas soit attractif, pour tout le monde. Et puis, justement, par exemple, comme disait Cathy, si on ne veut pas manger de viande, comment on fait pour, trouver? Quelle quantité? Dans quelles conditions? Et puis pour que ça rentre dans nos budgets. Et c'est vrai que je pense que c'est un peu la prise de tête pour tout le monde de savoir qu'est-ce qu'on va manger ce midi ou ce soir? Est-ce que j'anticipe? Est-ce que je fais avec ce que j'ai dans mon frigo ou dans mon congélateur? Et puis ça va aussi jouer sur le nombre de convives. Si on est tout seul à table, c'est pas la même préparation ou les mêmes envies que, si, on est en week-end, on reçoit des amis ou on a les enfants ou les petits-enfants qui viennent à la maison et là, effectivement, la notion de, plaisir, de désir de faire quelque chose que les gens vont apprécier, va faire que le menu sera forcément différent. Donc tout ça joue sur notre quotidien et sur l'importance que l'on va mettre plus ou moins à anticiper, préparer nos menus.
Donc, le but, c'est quand même de proposer des menus au quotidien en fonction de nos goûts, de nos dégoûts, de notre budget, de nos envies, de la saisonnalité. Donc, un menu, finalement, c'est pas quelque chose de si simple que ça ou de si basique que ça. Sauf si effectivement on aime le coquillet de jambon comme les gamins et qu'on pourrait en manger 2 fois par jour, 7 jours sur 7. Mais à un moment donné, beh, à force de manger toujours la même chose, soit on en mange trop, soit on n'en mange plus, soit voilà et au niveau de l'équilibre alimentaire, il y aurait à redire et au niveau de l'équilibre, nous, gustatif et de nos sensations, il y aurait certainement à redire aussi. Donc voilà un exemple de journée, donc que vous pourrez retrouver, après en téléchargement. Voilà quel type de repas et de journée alimentaire nous pouvons faire en fonction de nos habitudes alimentaires, en fonction de nos envies, en fonction du nombre de personnes et en fonction d'où sont pris les menus. Parce que si vous mangez midi et soir chez vous, c'est une façon de préparer qui va être différente. Si vous devez anticiper une gamelle, si c'est par exemple là, on est en fin d'année scolaire, on va avoir les repas partagés, on va avoir les pique-niques à préparer, eh bien, c'est encore une autre dynamique et puis savoir si on fait un goûter ou pas et on a vu aussi qu'il s'était mis à faire très, très chaud partout en France et on n'a pas les mêmes envies en fonction de la météo. Quand on a très chaud, beh, finalement, on va manger beaucoup plus de choses très fraîches, on n'a pas envie de préparer, on n'a pas envie de mettre en route un four ou une gazinière et donc ça prend aussi un intérêt sur, je dirais, comment anticiper nos menus, ce que l'on va prévoir. On a aussi différentes sortes de mangeurs, c'est-à-dire que en fonction de, vos habitudes alimentaires, en fonction de si vous êtes seul ou plusieurs à table, en fonction de si vous aimez cuisiner ou pas, de ce qui est important pour vous dans l'alimentation, eh bien, vous allez avoir des composantes de repas qui vont être complètement différents. Vous avez des gens qui aiment cuisiner, aiment préparer à manger et limite c'est déjà, 50 de ce qu'ils vont se mettre dans le «ventre» entre guillemets. Vous en avez d'autres, bah, limite manger, c'est plutôt parce que, physiologiquement parlant, ça répond à un besoin, mais c'est tout. Vous en avez d'autres qui vont même oublier de manger parce qu'il y a toujours mieux à faire que de se nourrir. Donc tout ça va rentrer en compte. Vous avez d'autres qui sont très gourmands et que leur plaisir, c'est surtout de ne pas faire à manger. Voilà, donc il faut prendre ça en compte pour pouvoir répondre au mieux à nos besoins et à nos envies. Parce qu'on se force pour beaucoup, beaucoup de choses au quotidien et que si on peut se simplifier certaines tâches et répondre au mieux à nos besoins et à nos envies, que ce soit à ce que l'on se met dans la bouche ou la façon dont on les prépare ou le temps du repas dans sa globalité, eh bien, on va pouvoir aussi, je dirais, adapter, nos repas pour qu'ils répondent au mieux à nos besoins dans leur globalité. L'importance de ce temps de repas, donc je vais me répéter, mais finalement, on voit que ce temps du repas, il va avoir une importance différente en fonction de ce qui nous touche. Est-ce que le repas, c'est déjà faire à manger? Est-ce que le repas, c'est justement se mettre les pieds sous la table? Est-ce que le temps du repas, c'est être avec les collègues, autour d'une table et partager une gamelle? Est-ce que le temps du repas, c'est, quand j'y pense, c'est finalement quand j'ai faim? Et le contenu n'est pas très important par rapport à ce temps. Voilà, ça va être tout ça. Est-ce que c'est très rythmé parce que, finalement, le rythme de vos repas joue sur le rythme de votre journée? On voit ça aussi chez des personnes d'un certain âge qui, finalement sont très conditionnées. Je pense aux maisons de retraite. Mais les enfants aussi sont extrêmement conditionnés sur, ce qu'ils vont manger, sur comment ils vont manger. Ils ont même pas fini leur repas du midi, des fois qu'ils vous demandent déjà ce qu'on va manger le soir et vous ne savez pas leur répondre certaines fois. Donc voilà. Ou alors des «j'ai faim» alors qu'ils viennent de passer le petit déj, vous devriez leur dire: «Bah non, il y a un problème». Donc tout ça va rentrer en compte sur l'importance de ce temps du repas. L'acte de manger, c'est pas anodin. L'acte de manger, c'est se nourrir, c'est se remplir. Ça va être aussi apporter à notre organisme tout ce dont il a besoin pour rester en bonne santé et pour répondre aux besoins physiologiques qui sont le sien. Et les besoins physiologiques peuvent varier d'une personne à l'autre. Vous avez des personnes qui font beaucoup d'activités physiques, donc ont des besoins physiologiques très importants. Vous en avez d'autres, ils ont moins d'activité physique, soit parce que le contexte actuel fait qu'on se bouge moins. On a vu les confinements, on a vu le Covid, on a vu tout ça. Mais ça peut être aussi des personnes avec un métabolisme qui est différent. Vous avez des gens qui vont passer devant une boulangerie sans rentrer dedans, ils vont déjà prendre 2 kilos et vous en avez d'autres, ils vont se manger 3 pâtisseries et ils seront toujours en sous-poids. Donc tout ça va prendre aussi
Voilà, merci Pascal, va avoir un impact sur pourquoi je mange, dans quelles conditions je mange. Vous avez aussi des gens qui vont faire attention depuis des années à ce qu'ils mangent pour que ça rentre dans les clous, pour pas prendre de poids et voilà et il y a un esprit peut-être de frustration ou de contrôle qui prend le dessus et ça fait qu'on va pas avoir on va chacun finalement apporter, notre caractéristique à l'acte de manger et à la façon dont ce temps du repas va se présenter ou s'anticiper et on doit prendre tout ça en considération. Donc l'acte de manger, c'est pourquoi je mange. Je mange pour me nourrir, je mange parce que, j'aime ce que j'aime manger, j'aime, le côté gustatif, le côté croquant, les sens qui se mettent en émoi. Je mange parce qu'il y a du monde autour de la table. Je mange parce que c'est l'heure, voilà. Donc toutes ces questions-là, finalement, vous pouvez y répondre chacun de votre côté et je suis persuadée que tous autour de nos écrans que nous sommes, nous aurons des visions différentes ou des envies, des réponses différentes à ce pourquoi je mange. Et puis, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que l'on mange parce qu'on a des antécédents, on a une image, on a un historique sur la façon dont nous nous alimentons, sur nos habitudes alimentaires. Puisque à la base, manger, c'est vital pour pouvoir grandir, pour pouvoir, s'épanouir aussi, pour pouvoir, développer certaines capacités puisqu'il y a un rôle nourricier, de la mère vis-à-vis de son enfant et que physiologiquement parlant, si vous ne vous nourrissez pas, même si vous buvez, à un moment donné, eh bien, ça ne marche pas correctement. Donc, il faut prendre ça en compte. On peut s'alimenter en fonction de l'activité physique, puisqu'on va adapter notre équilibre alimentaire et nos besoins physiologiques vont prendre le dessus sur ce qu'il faut, sur la quantité peut-être et sur la qualité. La notion de plaisir, la notion aussi de refuge. Pour certaines personnes, c'est parce qu'on s'ennuie que l'on va manger. Donc finalement, on ne s'ennuie pas forcément au moment des repas, donc on mangera moins au moment des repas. Mais ça peut être aussi une compensation par rapport à un stress, par rapport à un état émotionnel, par rapport à de la fatigue également. Heu, on va avoir l'effet marketing qui va prendre en compte aussi le fait qu'on peut être plus ou moins réceptif à ce type de produit, j'aurais tendance à dire aux promos par exemple, aux produits que l'on va trouver en tête de gondole, aux actualités, au fait qu'on va manger, il faut manger ou pas de la viande, que telle huile est mieux pour la santé que telle autre parce que j'ai entendu dire que, donc voilà. Donc nos habitudes vont évoluer en fonction aussi de notre intérêt pour certaines informations ou notre désintérêt complet pour certaines informations aussi. Les habitudes, les coutumes, vous voyez, je disais en début de conférence qu'en ce moment, nous sommes en fin d'année scolaire, donc il y a plus de repas partage, de repas de convivialité parce que les associations terminent souvent par un repas, c'est fin d'année scolaire et puis il y a les moments un peu, je dirais familiaux, mariage, baptême, communion, anniversaire et puis la convivialité parce que, l'été, il y a le petit rosé qui va bien autour du barbecue et peut-être plus d'invitations spontanées qui fait qu'on va aussi manger différemment et nos besoins vont être différents. Et quand on vous dit: «Non mais l'été, c'est facile de faire attention, on mange que de la salade», oui, mais pas que, parce que finalement, il y a le barbecue, il y a le rosé, il y a les chips, il y a les moments aussi de convivialité, la fête de la musique par exemple où, spontanément on a tous envie de sortir et de vivre autrement pendant quelques heures. Donc tout ça va jouer aussi sur le pourquoi je mange, quelle quantité, dans quelles conditions. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est le j'aime, j'aime pas. En fonction de notre, vie, de notre historique, de nos, expériences alimentaires eh bien, nous allons, savoir dire si nous aimons, si nous n'aimons pas ou peu ou moins bien un aliment. Ça va aussi impliquer la façon dont il est préparé puisque, si vous prenez des épinards à la crème, c'est pas la même chose que des épinards en salade, par exemple. Qu'on peut avoir aussi des souvenirs positifs ou très négatifs de certains aliments produits. Et puis, on a une charge émotionnelle aussi vis-à-vis de ces aliments, de recettes. La recette du gâteau de notre grand-mère qui nous plaisait tant et qu'on n'arrive pas à refaire parce que forcément, tu mets un peu de ci, un peu de ça, puis ça marche. Bah oui, mais au final, on n'a plus le gâteau. Ou le moule qui pouvait faire qu'il avait une forme particulière et qui, nous donnait un impact. Donc voilà et donc c'est pareil, on va avoir des souvenirs de moments précis, de repas partagés
pour X ou Y raison, des raisons des fois de fou rire et on va se souvenir qu'on avait mangé ça parce que, il y a eu un fou rire général ou alors parce que la pluie s'est invitée ou alors parce qu'on a servi quelque chose vraiment qu'on n'aimait pas. Donc tout ça va jouer aussi sur le j'aime et sur le j'aime pas et que c'est très facile de manger ce qu'on aime. Par contre, manger ce qu'on n'aime pas, c'est beaucoup plus compliqué et souvent ou même, très, très souvent, on ne cuisine pas ce qu'on n'aime pas. Voilà. Donc tout ça va rentrer en compte sur aussi nos habitudes alimentaires, nos besoins et sur le fait aussi que ça va avoir indirectement une référence sur notre budget. Puisque souvent ce qu'on aime peut être des fois plus gras, plus sucré, plus salé et des choses peut-être toutes préparées ou, nous inviter à aller au restaurant parce que c'est dans un contexte comme ça qu'on aime manger puisqu'on n'a pas à préparer le repas et donc indirectement notre budget va en être plus ou moins impacté ou pas du tout, des désirs simples, les pâtes au beurre, qui font que de toute façon, c'est un régal et c'est un délice et alors que pour d'autres personnes, ce ne sera pas ça. Qu'est-ce qui stimule notre appétit? Vous, qu'est-ce qui stimule le fait que vous allez avoir envie de manger ou pas manger? Alors, par exemple, effectivement, les problèmes de santé, de diabète ou de cholestérol vont jouer sur le fait que tout d'un coup, vous allez avoir, envie de manger certaines choses qui vous sont interdites ou, à limiter. Que le diabète fait que finalement sur votre appétit, il va falloir manger à des horaires très réguliers, peut-être plus. Donc voilà, donc tout ça va avoir un impact. Mais vous, qu'est-ce qui stimule votre appétit? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de passer à table? La faim, très bien, la faim. La pendule qui dit: «C'est l'heure». Ça peut être aussi, parce qu'on sait que dans le frigo ou dans le placard, il y a des choses très bonnes à manger et que, on s'en souvient et donc on se dit que: «Non, faudrait pas», mais finalement on va quand même y aller. Les bonnes odeurs, effectivement, tout ce qui est préparation de repas peut mettre en appétit, peut donner une impulsion sur l'envie de se mettre à table. Heu et je donne toujours ça comme, comme exemple, puisque c'est plutôt estival comme exemple. Quand vous êtes sur l'autoroute du soleil pour descendre en vacances et que vous vous arrêtez à, 12:00 moins le quart pour éviter le monde et qu'il n'y a personne sur l'aire de pique-nique et beh, finalement, c'est plutôt sympathique. Ou si vous vous arrêtez dans un restaurant d'autoroute à 12:00 moins le quart et que le personnel est encore agréable, il y a encore du choix, les tables sont propres, ça fait pas du tout le même effet que si vous vous arrêtez à 13h30 après le monde, mais qu'il n'y a plus rien comme choix, que les tables et le sol sont sales, que les verres sont pleins de tartre ou alors que vous arrivez sur une aire de pique-nique avec, des poubelles qui débordent. Ça fait pas du tout le même effet et donc ça va jouer sur notre appétit. La convivialité aussi va jouer. Si vous êtes tout seul à manger votre sandwich dans votre voiture ou derrière votre écran, c'est franchement, plus vous serez plus attiré par ce que l'écran, vous dit ou par ce qui passe à la radio plutôt que par, ce moment de convivialité. Donc voilà, donc tout ça va jouer. Ce qui joue aussi, c'est nos sens. C'est-à-dire que quand on mange quelque chose, le phénomène, l'acte de manger, c'est pas seulement mettre quelque chose en bouche. C'est qu'est-ce que je ressens au moment où je le mets en bouche? Et là, déjà, le fait de voir, par exemple, une pomme, qu'elle soit verte, qu'elle soit rouge, qu'elle voilà, vous n'allez pas avoir la même appréhension. Une pomme verte va peut-être vous faire saliver, alors qu'une pomme rouge vous fera moins saliver. Le croquant, est-ce que c'est croquant? Est-ce que ça craque? Est-ce que quand je romps le pain, ça fait du bruit? Donc tous nos sens vont se mettre en place. C'est-à-dire l'ouïe, qu'est-ce que j'entends? Le fait de cuisiner fait que finalement, on va entendre les couteaux, on va entendre les gamelles, on va entendre rissoler, on va entendre, l'eau qui déborde pour faire des pâtes ou du riz et bien tout ça va déjà plus ou moins nous mettre en appétit. Le plaisir des yeux, est-ce que cet aliment me semble bon ou pas bon pour moi? Est-ce qu'il sent bon ou pas? Un melon, vous allez le sentir, vous allez quand vous allez le regarder, est-ce que tout d'un coup, il correspond à vos critères, ou pas? On va le toucher aussi. On va un camembert, moi qui suis en Normandie, est-ce qu'on l'aime ferme ou est-ce qu'on l'aime, coulant? Et puis quand vous allez le mettre en bouche, qu'est-ce qui joue? Et des fois, c'est un peu particulier cette sensation de mise en bouche parce que, finalement, est-ce que le produit il est chaud, froid, ça rentre en compte? Est-ce que, c'est la texture qui prédomine par rapport à une saveur? En fonction de si vous avez le nez bouché, pas le nez bouché, est-ce que la saveur va être la même? Et donc c'est tout ça qui fait qu'on va aussi aimer ou pas aimer un aliment
et la façon dont on va le savourer. Une pomme, est-ce que je l'aime, croquante? Est-ce que je l'aime en quartier? Est-ce que j'aime la prendre en bouche directement? Est-ce que je l'aime sous forme de compote, sous forme de jus? Voilà, tout ça va faire en sorte que, quand on parle d'un aliment, beh, finalement, si vous posez la question autour de vous, on va pas du tout avoir le même référentiel sur pourquoi j'aime cet aliment et qu'est-ce qu'il m'apporte comme sensation. Donc ça, c'est à prendre en compte parce que c'est ce qui fait aussi que, beh, pour se faire plaisir, il faut savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas et qu'est-ce qui fait que j'aime ou que je n'aime pas ce type d'aliment. Est-ce que c'est un souvenir? Est-ce que c'est le plaisir des yeux? Est-ce que c'est les bruits? Est-ce que c'est, les odeurs? Enfin voilà, tout ça rentre en compte sur le j'aime, j'aime pas. Par exemple, si on reprend le pain, je suis sûre que tous autour de cette, conférence que nous sommes, eh bien, il y en a qui vont vous dire qu'ils aiment le pain blanc, d'autres, c'est le pain grillé du matin parce qu'il y a une odeur particulière. D'autres vont vous dire que finalement, c'est le pain plutôt très cuit qu'ils apprécient. Les d'autres vont vous dire que c'est finalement parce que c'est la mie qui va être très souple ou très aérée. D'autres préfèrent une mie plutôt dense et donc voilà, on a tous un référentiel qui va nous permettre de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas et ce qui nous fait plaisir de manger par rapport à notre vécu, par rapport à nos habitudes alimentaires, par rapport à nos voyages aussi qui vont rentrer en compte et par rapport aussi au moment où se situe ce repas. Est-ce que c'est un moment, de convivialité? Est-ce que c'est un moment, plutôt seul ou pas? Enfin voilà. Par exemple, les enfants, ce qu'ils aiment chez McDo, je dis McDo, mais ça pourrait être autre chose, c'est parce que vous mangez avec les mains. Alors qu'à la maison, on leur demande de manger avec des couverts, de manger correctement, de ne pas faire de bruit, enfin voilà. Le pique-nique, on aime tous les pique-niques parce que les pique-niques, c'est, manger avec ses mains, manger des choses qu'on ne mangerait pas d'habitude. C'est dans un contexte, un peu particulier de vacances, de déplacement, qui est assez, sympathique souvent. Et on va tous s'exprimer différemment pour dire finalement une même chose. C'est-à-dire que si on devait qualifier une pomme verte, eh beh, on va dire que la pomme, elle est verte, oui, mais elle est acide, elle fait peut-être un système de piquant dans la bouche, enfin voilà. Donc pour une sensation, un aliment, on peut utiliser plein de dénominatifs et plein d'informations différentes pour justifier, expliquer ce que l'on aime, décrire ce produit. Et c'est ce qui fait aussi qu'une personne ne donnera pas le même terme en fonction du même produit. Regardez le Beaujolais nouveau, on n'y est pas, mais chaque année, le Beaujolais nouveau, il sent la banane, il sent la cerise, il sent la fraise, il sent les fruits des bois. Au final, c'est d'une personne à l'autre, on va le percevoir complètement différemment alors qu'en gros, bon, c'est toujours à peu près le même produit. Mais on va avoir un impact de saveur, de déglutition qui va aussi jouer sur l'arrière-bouche, l'arrière-gorge, voilà. Donc tout ça est à prendre en compte. Pour gérer une journée alimentaire, ce qu'il faut, c'est savoir quel type de mangeur nous sommes, gros mangeurs, petits mangeurs, à quel moment de la journée nous avons un repas qui est plus ou moins important et quel intérêt on a à ce repas. Eh bien, il y a différents types de journées alimentaires. Vous avez des gens qui vont manger beaucoup au petit déjeuner parce que c'est le repas le plus important de leur journée, quelle que soit l'heure. Vous en avez d'autres, ben, finalement, ils n'éprouvent pas le besoin de prendre un petit déjeuner et ils n'auront pas faim de toute la matinée. Vous avez d'autres qui ont besoin d'avoir un repas du midi très copieux, d'autres, eh beh, parce que, par habitude, parce que c'est pris sur le pouce au boulot, beh, finalement, ça va être le repas le moins copieux de la journée. Vous avez d'autres, le repas du soir va être très copieux parce que, bah, c'est le moment où on se retrouve en famille, on échange et on ne s'est pas vu de la journée. D'autres vont vous dire que finalement, bah, en fin de journée, ils n'ont pas très faim ou parce qu'on leur a dit qu'il fallait manger moins et beh, ils ont réduit leurs habitudes alimentaires en quantité et en qualité. D'autres personnes vont vous dire qu'eux, ils ont faim très régulièrement, donc ils vont fractionner leur repas pour avoir des collations, entre les repas, soit parce que, ils n'ont pas beaucoup de temps pour manger et qu'ils préfèrent manger en petite quantité, soit parce qu'ils ont des appétits d'oiseaux, pardon. C'est-à-dire que vous avez quoique il y a des oiseaux qui ont des gros appétits, mais de moineaux plutôt alors. Donc en fait, vous avez des personnes qui ont des petits appétits et qui digèrent plus vite que d'autres, donc ils auront besoin de manger plus fréquemment. Donc tout ça fait aussi qu'on va adapter notre journée en fonction du rythme alimentaire qui nous convient et on se connaît en fait. On sait à quel moment on a besoin de manger, dans quelle proportion et aussi en fonction de nos activités, heu et de nos dépenses énergétiques.
Donc le rythme des repas, on peut aussi prendre en compte nos habitudes alimentaires. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, dans certaines familles, en fonction de nos tranches d'âge, en fonction de nos habitudes alimentaires, mais c'est aussi un schéma qui perdure depuis, des dizaines et des dizaines d'années. On prenait un petit déjeuner, le repas du midi était le repas le plus copieux, puisqu'on savait qu'il fallait tenir tout l'après-midi, et le repas du soir était quand même un repas équilibré, mais en plus petite quantité puisque nos besoins énergétiques sont moins importants durant la nuit et la soirée. Mais on voit que ce modèle est en train de changer, à la fois par nos habitudes professionnelles, puisque souvent on mange de plus en plus souvent sur notre lieu de travail et plutôt à la gamelle, et le Covid a rajouté, a accentué ce phénomène-là, ou alors on va manger le midi au restaurant ou sur le pouce, et donc finalement le repas du midi va quand même être copieux, mais peut-être un peu moins en niveau qualitatif. On va manger quelque chose dans l'après-midi parce que, beh, il y a soit de l'ennui, soit on sait qu'on va manger beaucoup plus tard le soir, et donc on a besoin de tenir jusqu'au repas du soir, et le repas du soir va quand même être un repas plutôt copieux parce que c'est le moment où on se retrouve en famille, ou alors on sort, on se retrouve entre amis. Je pense à, les barbecues par exemple l'été, de façon plus, spontanée. Et c'est le repas où finalement on va prendre le temps de cuisiner, d'échanger, parce que, ben, on ne s'est pas vu de la journée et que les autres repas ont été pris un peu plus sur le pouce. Et donc là, on pourrait expliquer que ces 2 modèles différents que vous pouvez voir sur la diapo justifient aussi peut-être que, il peut y avoir une prise de poids régulière sur les nouvelles générations, et sur le modèle américain, on le voit bien, c'est que ce sont des personnes qui mangent tout le temps, à n'importe quelle heure de la journée, et finalement qui remangent même dans la soirée parce que le repas chez les Américains et les gens anglophones sont pris plus tôt que nous au niveau du timing du repas du soir. Et c'est vrai que ce modèle alimentaire peut accentuer le fait que, beh, comme on mange souvent dans la journée et plutôt en faisant autre chose que vraiment en étant à table et posé, on est conscient de ce que l'on fait, mais on n'est pas conscient de ce que l'on mange. Et donc on va avoir une sensation de faim qui revient plus régulièrement, et des besoins qui reviennent plus régulièrement. Et ce qui se passe, c'est que souvent, c'est un phénomène parce que vous êtes en train de manger devant la télé ou en train de manger devant votre ordinateur, vous êtes attentif à ce qui se passe sur la télé ou sur l'ordinateur et pas forcément à ce qu'il y a dans votre assiette. Donc, vous prenez moins de temps de mastication. Donc, le temps de repas va être finalement plus court ou de moins bonne qualité, et c'est ce qui donne un impact sur la sensation de rassasiement. Et quand on vous parle de 20 minutes de repas, c'est 20 minutes de mastication. C'est parce que vous mastiquez que vous enclenchez de la salivation et que votre estomac, lui, se met en route pour ces fameuses 20 minutes de prédigestion. Et la mastication, c'est la première étape de la digestion. Et ça va avoir un impact sur le temps durant lequel vous n'aurez plus faim, durant lequel vous aurez cette sensation de rassasiement et vous n'aurez pas besoin de remanger autre chose. D'où l'intérêt quand même, quand on mange quelque chose, de le manger en se disant: «Je prends peut-être moins de temps pour manger, mais je le mange en étant que sur mon repas et pas en faisant autre chose». Donc ça, c'est important, et on voit aussi que les textures vont jouer. Quand vous mangez de la purée, quand vous mangez de la compote, finalement, vous n'avez pas mastiqué, et donc la sensation de faim va revenir beaucoup plus rapidement. Donc ça, il faut le prendre en compte. Donc maintenant, on fait un point sur l'équilibre alimentaire parce qu'on a compris que finalement, le temps du repas, le temps de mastication va avoir un impact sur mon degré de rassasiement et sur mon temps de rassasiement, et le fait que la satiété va durer plus ou moins longtemps. On sait aussi qu'il faut savoir s'écouter sur nos besoins physiologiques, sur les différents types de repas que nous pouvons faire et les différentes quantités que nous pouvons consommer en fonction de nos besoins physiologiques, en fonction de nos habitudes alimentaires. Quelqu'un qui est le midi, qui mange sur le pouce, s'il mange équilibré sur le pouce et qu'il mange finalement moins en quantité que le repas du soir parce qu'il sera pris en famille, si ce repas est équilibré, n'aura pas réellement d'impact sur le poids ou sur, la santé en règle générale. Par contre, si c'est de la malbouffe le midi et que le soir, c'est vite fait, bien fait et en quantité trop adaptée et avec un manque de mastication, beh, finalement, double peine. Donc il faut quand même prendre en compte que nos repas doivent être équilibrés. Qu'est-ce qu'un repas équilibré pour vous?
Alors pour moi, manger équilibré, alors vous allez me dire: «Je suis diète, donc forcément c'est faussé». C'est manger de tout en quantité adaptée. Effectivement, Pascal, féculents, légumes, protéines. On voit que Pascal, il a suivi un certain nombre de conférences quand même, hein, il est au point. Donc donc effectivement, c'est manger de façon adaptée en fonction de nos besoins physiologiques, en fonction de notre ressenti aussi. Il y a des moments où on est plus ou moins fatigué, on va manger plus ou moins de féculents ou plus ou moins de légumes et puis répondre au mieux, à une qualité nutritionnelle adaptée. Donc l'équilibre alimentaire, voilà, c'est cette pyramide, c'est-à-dire manger de tout en quantité adaptée. Et donc cette pyramide vous montre que finalement, la base de la pyramide, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce qui permet qu'elle se tienne droite et qu'elle reste stable. Et plus on monte sur le haut de la pyramide, moins c'est physiologiquement parlant nécessaire à notre organisme. Donc la base de l'équilibre, c'est tout ce qui est pain, pâtes, riz, pommes de terre, blé, semoule, légumineuses, lentilles, flageolets, tout ce qui est à base de farine. Et on voit que c'est vraiment la base de notre équilibre alimentaire. C'est ce qu'on appelle la famille des féculents. Féculents, glucides lents parce qu'ils sont digérés lentement par votre organisme et donc vont vous permettre d'avoir un apport énergétique longtemps après avoir fini de manger. Donc ça, c'est vraiment important, cette famille d'aliments. Elle va également vous apporter un petit peu de vitamines, certains minéraux et c'est vraiment la sensation de rassasiement. Ce qu'il faut, c'est varier au maximum cette source de féculents pour éviter de manger toujours pareil et que ce soit un peu redondant. Et puis parce que gustativement, il faut qu'on ait aussi des choses différentes en bouche pour pouvoir les apprécier et pour pouvoir les mastiquer différemment et les redécouvrir. Donc cette famille-là, elle vous apporte des sucres lents. On va la consommer à chaque repas en quantité adaptée en fonction de notre dépense énergétique. Si cet après-midi, vous allez faire une rando de 10 ou 15 kilomètres, vous avez intérêt à en manger un peu plus pour avoir un apport énergétique suffisant qui va se dispatcher dans votre organisme dans les 3 à 4 heures qui suivent le moment où vous avez mangé. Si tout d'un coup, cet après-midi, vous êtes comme moi, de nouveau en conférence devant un écran, il n'y a pas forcément besoin de manger en quantité très importante puisque vous êtes plutôt sédentaire. Pour répondre à votre question, pour varier dans quelle proportion? Varier, c'est-à-dire que si vous mangez des pâtes tous les jours, à un moment donné, déjà vous allez en avoir ras-le-bol et puis pensez qu'il y a d'autres familles d'aliments. Ça peut être des légumineuses, ça peut être du riz, des pommes de terre, du quinoa, enfin voilà. Donc il faut varier à ce moment-là aussi, tout comme on va voir qu'il faut varier les viandes et les poissons, les œufs. Voilà, donc cette famille-là, on va en consommer à chaque repas en quantité adaptée en fonction de nos besoins énergétiques et de nos dépenses énergétiques. Heu, la 2e famille d'aliments, c'est tout ce qui est fruits et légumes qui vont vous apporter des vitamines et des minéraux, en quantité non négligeable, de l'eau également et puis, ça va vous permettre aussi d'apporter des fibres alimentaires complémentaires aux fibres alimentaires que l'on peut trouver dans tout ce qui est pain, pâtes, riz, pommes de terre, la famille des féculents. Dans les familles des fruits et légumes, on vous dit qu'il faut consommer 5 fruits et légumes par jour. Moi, j'aurais tendance à orienter plutôt vers 5 légumes et fruits par jour. Tout simplement parce que les légumes ne contiennent pas beaucoup de sucre. Alors, ils en contiennent forcément, betteraves, carottes vont contenir plus que la courgette ou que les haricots verts, mais c'est quand même moindre que les fruits. Et le fructose qui est contenu dans les fruits est un sucre simple, digéré rapidement par votre organisme. On en a physiologiquement parlant besoin, c'est un bon sucre qui est naturel, mais il n'empêche que trop de fruits va faire en sorte aussi que votre organisme doit pouvoir l'éliminer. Et soit il élimine par l'activité physique, soit il élimine parce que ses besoins courants font qu'on a besoin de sucre tout au long de notre journée, mais sinon ça va être transformé en matière grasse et souvent, c'est pas en bonne matière grasse. Donc là, il faut faire attention à ça. Donc cette famille-là, quand on vous dit plutôt, j'oriente vers 5 légumes et fruits par jour. Et les légumes, on va les consommer sous forme cuit ou cru, ou même de potage, au repas du midi et du soir. Et les fruits, on va les consommer en fin de repas ou en collation à hauteur de 3 portions par jour. Ces portions de fruits, ça va être une pomme, ça va être une poire, c'est, l'équivalent de 2 kiwis, de 3 petites clémentines, d'une pêche ou de 2 pêches plates en fonction voilà. Mais faites attention, par exemple, les fraises, on aurait tendance à en consommer en quantité. Tout ce qui est melon, des fois, on se fait un demi melon, ça peut être un peu trop en quantité.
Donc, c'est aux alentours de 120 grammes, ouais, aux alentours de 120 grammes par portion de fruits. Pour les légumes, finalement, les légumes, vous pouvez imaginer une portion qui fait finalement la taille de votre main. Et idéalement, ce qu'il faut, c'est adapter la portion de légumes en fonction de la portion de féculents pour que les fibres alimentaires complémentaires jouent leur rôle. Donc, si vous mangez un petit peu de carottes râpées, vous ne mangerez qu'un petit peu de pâtes, de riz ou de pommes de terre. Donc, voilà. Après, c'est important aussi, on le verra tout à l'heure, de valoriser le gustatif. On parlait des épinards. Moi, les épinards, s'il n'y a pas un peu de crème, franchement, c'est dur à manger. Les carottes râpées, limite, c'est mieux avec une petite, vinaigrette. Maintenant, c'est bien des carottes râpées ou des épinards à la crème, mais c'est pas de la crème aux épinards. Attention à ça. Donc cette famille-là, elle est importante. Cette famille-là, ce qui est important aussi, et là on revient sur le budget, c'est de penser à la saisonnalité. En fonction de la saisonnalité, vous allez trouver sur les étalages des fruits et légumes qui correspondent à ce qui est cueilli et récolté au moment présent. Donc, ils seront moins chers que si vous achetez des fraises ou des tomates en plein mois de décembre. Donc, pensez à ça. Et ces produits, qu'ils soient crus ou cuits ou en conserve, finalement, peuvent avoir une différence de vitamines et de minéraux. C'est-à-dire que en cuit, vous allez finalement perdre une petite quantité de vitamines et de minéraux, mais en même temps, vous les mangez aussi différemment. Il y a certains produits qu'on ne mangerait pas comme ça crus. Donc, c'est important de varier aussi les techniques de cuisson. Pour tout ce qui est produit en conserve ou surgelé, sur des produits basiques, j'entends des produits qui n'ont pas été préparés, il est intéressant aussi de se rappeler que ces produits sont cueillis et mis en conservation ou mis en surgélation dans les 2 à 3 heures qui suivent le moment où ils ont été cueillis. Donc la perte en vitamines et minérales est quand même très limitée par rapport des fois à un concombre qui est depuis 10 jours dans votre bac à frigo et qui fait la tronche. Donc ça, c'est important aussi de se le stipuler. C'est-à-dire que des fois, les produits surgelés sont peut-être moins chers ou plus adaptés à votre mode de vie que, acheter par exemple, je dis chou-fleur, c'est pas de saison, mais le chou-fleur, par exemple, quand vous en achetez, finalement, vous allez en consommer toute la semaine, vous allez en avoir ras-le-bol, alors que si vous l'achetez surgelé, vous allez prendre une poignée de ce qui vous convient en fonction de ce que vous avez prévu de faire et donc de varier aussi les différents aliments. Donc, des fois, on achète aussi les lots, je pense aux bananes. Quand vous achetez 1 kilo de bananes, finalement, vous allez en manger toute la semaine. Bon, alors que des fois, acheter à la pièce, c'est plus facile. Donc, ça, c'est important. Donc, pensez aussi à varier en fonction de la saisonnalité et en fonction des techniques de cuisson ou de ce qui est adapté à votre quotidien. Je pense aux haricots verts cuits en boîte. Vous avez des petites, des moyennes ou des grosses qui sont peut-être plus adaptées que d'acheter finalement 1 kilo d'haricots verts où vous allez en manger pendant une semaine. Donc voilà, donc ça, c'est important de le prendre en compte. Ensuite, donc les fruits et les légumes, je vous le disais, on va en manger à chaque repas et puis on peut avoir un fruit supplémentaire, soit au petit déjeuner, soit en collation, en fonction de nos habitudes alimentaires. Les fruits peuvent être aussi des fruits secs ou oléagineux à hauteur de 30 grammes et qui peuvent, finalement varier ou changer et puis c'est surtout dans les périodes plutôt hiver où à un moment donné, il y a des entre 2 où on a toujours l'impression d'avoir mangé pareil, ça peut changer un peu la donne. Et puis ça se mastique assez longtemps, donc ça permet aussi, déjà de développer des saveurs, des arômes un peu différents. Vous avez les protéines et donc là, les protéines, on voit que finalement, elles sont assez vastes puisque vous avez des protéines animales, viande, poisson, œufs, abats, produits de la mer et les produits laitiers et donc cette famille-là, elle va vous apporter des protéines qui va vous permettre de favoriser un développement ou un maintien d'une capacité musculaire. Cette famille-là va aussi vous apporter des vitamines et un petit peu, certains minéraux comme, du fer ou de l'iode en quantité non négligeable et puis du calcium. Donc tout ce qui est viande, poisson, œufs, abats, produits de la mer va vous apporter fer et iode et des protéines de bonne valeur biologique qui vont vous permettre de maintenir une capacité musculaire intéressante. Ce qu'il convient de faire, c'est de varier les sources de viande, poisson que vous consommez, puisque, en fonction des viandes ou des poissons, vous avez des viandes et des poissons gras ou plutôt maigres et donc il convient de varier ces sources pour éviter d'avoir trop d'un seul coup de gras et un autre coup pas assez. Le cholestérol, on l'a dans les matières grasses d'origine animale, donc tout ce qui est viande, poisson, œufs. Maintenant, dans le poisson, vous allez aussi avoir des bons acides gras essentiels et des oméga qui vont contrecarrer le cholestérol. D'où l'intérêt de varier les sources de viande, poisson ou œufs.
Quand on vous dit qu'il faut manger des viandes, poissons, œufs à chaque repas, c'est à hauteur de 150 grammes par jour, puisqu'effectivement, nous aurions tendance à en consommer de trop. Et quand on parle de viande dans sa globalité. C'est-à-dire que ça peut être de la viande grillée ou du poisson grillé mijoté, comme ça peut être aussi, 2 œufs durs, du thon émietté dans une salade, une tranche de jambon. Donc pensez aussi à varier ces sources-là et je pense aux personnes qui vivent seules, par exemple, un filet de maquereau ou du thon en boîte va être de même qualité que du thon préparé en papillote ou ce genre de choses. Donc pensez aussi d'un point de vue budget à varier les sources de viande, poisson ou œuf. On est bien à 150 grammes par jour. Un steak haché, c'est 125 grammes et ça fait plutôt 100 grammes en cuit. Donc, ça peut être une bonne qualité nutritionnelle et un budget qui reste cohérent. La famille des produits laitiers, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que ça vous apporte des protéines d'origine animale, donc qui vous permettent d'avoir une capacité musculaire intéressante. Ça vous apporte du calcium, qui a un intérêt aussi pour vos os. Ça vous apporte des vitamines et des minéraux, mais c'est aussi une famille qui peut être très variée au niveau des apports en matière grasse. C'est-à-dire que si vous prenez un camembert ou un emmental, c'est tous les deux 45 de matière grasse sur extrait sec. Sauf que vous consommez la totalité du produit. Et donc, l'emmental va plutôt être à 38-40 de matière grasse sur la réalité, sur la totalité du produit, alors que le camembert sera entre 20 et 25 de matière grasse sur produit fini, en fonction de si vous l'aimez ferme ou coulant. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. De même que, les yaourts ou les produits laitiers lactés, vont avoir, en fonction de s'ils sont entiers, demi-écrémés ou écrémés, vous aurez une différence de matière grasse. Par contre, cela n'aura pas d'impact sur la quantité de calcium présent dans ce type de produit. Pour les personnes qui ont du mal à digérer, sachez qu'il existe des produits laitiers pauvres en lactose ou sans lactose, donc ça peut aider à en consommer. En fonction du type de fromage, ils sont plus ou moins gras et plus ou moins riches. Pareil pour les yaourts. Donc, en fonction de s'il y a du cholestérol ou pas du cholestérol, ou des analyses de sang avec des triglycérides où on vous demande de faire attention, variez plutôt vers des produits laitiers type maigre que trop gras. Variez aussi les sources de produits laitiers. Et quand on vous dit qu'il faut consommer 3 portions de produits laitiers, c'est un petit verre de lait, c'est 30 grammes de fromage et c'est un yaourt. C'est pas la moitié du camembert. Soyez vigilants aussi sur le type de yaourt ou de fromage blanc que vous consommez. Tout ce qui va être yaourt ou type nature, nature sucrée aromatisée aux fruits, on est bien sur des yaourts, sur des produits laitiers basiques. Par contre, tout ce qui va être crème dessert, vous voyez bien que quand vous faites vos courses, c'est dans le rayon d'en face. Et là, c'est de la crème dessert. Donc, alors, je cite des marques, hein, Dagnette, Viennois, ce genre de choses. C'est 10 de matière grasse. Sachant que la crème fraîche allégée, c'est 12 de matière grasse. Donc, c'est à prendre ponctuellement. Tout ce qui va être perles de lait, yaourt à la grecque et tout ça, en type normaux, c'est aussi 10 de matière grasse, donc faites attention à ça. Pour les personnes qui ne consomment pas du tout de produits laitiers, de vache, sachez que l'équivalence brebis ou chèvre est exactement pareille au niveau des apports calciques et des apports en protéines. Ce qui diffère, c'est que, les produits dits demi-écrémés ou écrémés sont moins courants et là, au niveau du budget, vont être plus chers. Puisque finalement le débit, de chèvre, de lait de chèvre étant moins grand, forcément ça a un impact sur votre, consommation et sur le budget, sur la le prix à l'unité. Donc ça, c'est à prendre en compte. On le verra tout à l'heure. Tout ce qui est produits dits végétaux, je pense lait d'amande, lait d'avoine, yaourt soja et voilà, c'est différent que les produits laitiers lactés, tout simplement parce que ça n'a pas le même apport en calcium. Les produits laitiers, vaches, brebis vont avoir un apport en calcium qui va être absorbé par votre organisme à hauteur de 35 alors que le calcium qui n'est pas un calcium laitier va être absorbé qu'à 5. Donc faites attention à ça, ce n'est pas une équivalence au niveau calcique et dans nos têtes, calcium égale produit laitier. Mais là, même si c'est dans le rayon des produits laitiers, ce n'est pas une équivalence d'un point de vue calcique. Si c'est écrit «enrichi», il faut voir quel type de calcium a été, proposé pour l'enrichissement. Si c'est de la paillette de calcium laitière, c'est tout bon. Si c'est du calcium végétal que l'on peut trouver dans certaines algues, ça ne va pas. Donc, puisque ce n'est pas une équivalence au niveau absorption intestinale. Donc, faites attention à ça.
Tout ce qui est matière grasse, donc on le voit, c'est plutôt dans le haut de la pyramide, c'est-à-dire que ce n'est pas, physiologiquement parlant, on en a besoin. Par contre, on sait bien qu'au niveau, équilibre alimentaire, bah, il vaut mieux en consommer avec parcimonie, c'est pour donner du goût et c'est en quantité adaptée. On voit dans cette famille qu'il y a tout ce qui est beurre, margarine, crème fraîche et les différentes huiles. On peut rajouter aussi tout ce qui est, lait de coco ou crème de coco. Et donc là, ce qui fait, la différence, entre, par exemple, le beurre et la margarine, c'est que le beurre va être une matière grasse d'origine animale, donc qui contient des matières grasses d'origine animale, donc un impact sur le cholestérol, alors que margarine est une matière grasse d'origine végétale, donc qui ne contient pas de cholestérol. Voilà. La crème fraîche va être une équivalence au lait de coco ou à la crème de coco à hauteur de 30 de matière grasse, sur produits normaux caloriques. Et par contre, le beurre et la margarine sont tous les 2 82 de matière grasse. Les huiles, c'est 100 de matière grasse. Par contre, ce qui va varier, c'est qu'en fonction de l'huile que vous consommez, les acides gras essentiels vont être différents. Essentiels parce que vous ne les fabriquez pas. Donc, c'est vraiment important de varier les huiles que vous consommez. Et là, on est en plein dedans parce que de toute façon, on n'en trouve pas des masses et des masses des huiles. Puisqu'en ce moment, il y a une pénurie sur le tournesol, sur ce genre de choses. Donc, ça nous demande de varier et c'est pas la peine d'en mettre des quantités trop importantes puisque de toute façon, d'un point de vue budget, on voit bien que ça a flambé au niveau des prix et donc le but, c'est vraiment d'avoir un apport nutritionnel suffisant, mais adapté. Les huiles vont les matières grasses en règle générale vont aussi vous apporter des vitamines A, D, E, K, ADEC, que l'on ne trouve que dans cette famille d'aliments. Elles sont dites liposolubles et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on en a physiologiquement besoin également. Tout en haut de la pyramide, vous avez tout ce qui est produits dits sucrés ou salés. Alors, je mettrais, les boissons, sucrées, les chips, les gâteaux, les pâtisseries, où là, c'est vraiment dans le haut de la pyramide parce que physiologiquement parlant, nous n'en avons pas besoin parce qu'on par contre, gustativement, ça fait une sacrée différence et on voit bien que le petit carré de chocolat en fin de repas, c'est apprécié, que, la confiture sur la tartine du matin, gustativement, eh beh, elle est la bienvenue et donc là, on va vraiment consommer avec modération, mais il faut penser d'un point de vue gustatif et d'un point de vue, heu agréable, sympathique pour le moral. Donc là, c'est pas une famille que l'on va supprimer, c'est juste une famille que l'on va consommer avec modération. Et malheureusement, c'est une famille où souvent ça va de pair. C'est-à-dire qu'on mange pas un carré de chocolat, on en mange 2. On mange pas un bonbon, on en mange 2. Et donc ça aussi, il faut faire attention à être raisonnable. Et là, j'aurais tendance à revenir sur mon, degré de mastication et d'implication. C'est-à-dire que si vous mangez un bonbon ou quelques biscuits en cachette dans la tête dans le placard et ben, finalement, vous allez en manger beaucoup plus et ils n'auront pas la même saveur parce qu'il y aura un côté, frustration, un côté, perte de contrôle qui va faire que vous allez vous en vouloir. Alors que si vous vous posez tranquillement avec vos 2 biscuits ou vos 2 carrés de chocolat, quitte à les faire fondre dans la bouche ou, les couper en plein de petits morceaux pour que vous puissiez les mastiquer, et bien là, vous allez avoir vraiment cette notion de plaisir qui va être décuplée. Donc ça, c'est vraiment important de le prendre en compte. Donc l'équilibre alimentaire, c'est manger de tout en quantité adaptée et là, vous avez vu que toutes les familles alimentaires sont importantes. Je rebondis quand même sur les personnes qui ne consomment pas de viande, poisson ou œufs. Dans ces cas-là, vous pouvez ajouter une deuxième source de féculents, par exemple haricots rouges avec du riz ou légumineuses avec céréales ou des pâtes ou des pommes de terre avec une céréale ou une légumineuse. Et là, ça vous permettra d'avoir une association d'acides aminés complémentaires cohérents. En fait, les protéines d'origine animale vont avoir l'équivalent de 9 acides aminés essentiels. Essentiels parce que vous ne les fabriquez pas. Alors que la famille des protéines végétales, donc les féculents, n'ont que 7 à 8 acides aminés essentiels. D'où l'intérêt de les associer pour avoir une cohérence au niveau d'un apport protéique équivalent à celle d'un œuf. Donc si on devait résumer, l'équilibre alimentaire à chaque repas, c'est ce que j'appelle la règle des 5. Une source de protéines, viande, poisson ou œuf ou équivalent, une source de légumes, une source de féculents, des pâtes, du riz, des pommes de terre et ou du pain. C'est-à-dire si vous avez l'habitude de consommer du pain à table, dans ces cas-là, vous mettrez un peu moins de pâtes, un peu moins de riz ou un peu moins de pommes de terre. Une source de produits laitiers, yaourt ou fromage, et pas les deux, et un fruit, cru ou cuit. Et ça, c'est à chaque repas.
Après, vous adaptez les quantités en fonction de votre appétit, mais idéalement, comme je vous l'ai dit, il faut que les féculents et les légumes soient en quantité adaptée et à peu près identiques, sauf si vous faites une activité physique intense dans la mi-journée ou dans la soirée qui suit le moment du repas. Et la base, c'est l'eau. L'eau, on est fait de 70 d'eau, d'où l'intérêt d'avoir quand même un apport hydrique adapté. Je repasse tout ça. Et les apports hydriques, si vous regardez de nouveau ma pyramide alimentaire, vous allez voir que la base est bleue. C'est vraiment que l'eau est la base de cette pyramide, de notre équilibre, puisque je me répète, on est fait 70 de flotte. Et donc le but, c'est de renouveler cette eau pour que nos organes, notre organisme et notre sang puissent fonctionner correctement tout au long de notre vie. Et donc quand on vous dit qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour, c'est 1,5 litre d'apport hydrique tout compris. Eau, café, thé, jus, potage, tout compte, tout rentre en compte. Par contre, si vous prenez un café avec du sucre, forcément, le sucre rentrera aussi dans le haut de ma pyramide, puisque c'est un apport de sucre. Si vous prenez un jus de fruits, ça rentrera dans un apport de fruits. Si vous prenez un verre de lait, finalement, ce sera un apport en produits laitiers. Donc, pensez à ça. 1,5 litre d'apport hydrique, tout compris par jour. En ce moment, quand il fait très très chaud, nous pouvons monter à 2 litres, sachant aussi que nous allons spontanément manger plus de fruits crus et de légumes crus et que tout ce qui va être pastèque, melon, pêche et voilà, sont quand même plus gorgés en eau ou les courgettes que notre poireau ou que nos légumes d'hiver qu'on a plutôt tendance à consommer cuits, donc qui ont une perte en eau non négligeable. Donc faites attention à ça. Le but, c'est pas non plus de s'inonder. Ne pas confondre soif et sécheresse buccale. Des fois, on va boire comme pas possible parce qu'on dit j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Non, en fait, on a de la sécheresse buccale. Donc, des fois, laisser quelques secondes en bouche une gorgée d'eau plate, pétillante ou très fraîche va vous aider à évaluer si c'est vraiment de la soif ou de la sécheresse buccale. Et si c'est de la soif, ça veut dire que vous êtes déjà déshydraté. Donc, faites attention à ça. En fonction aussi de vos activités, pensez à boire régulièrement pendant les activités sportives, puisque c'est là où votre organisme, lui, se met en chauffe, même si vous ne transpirez pas. En Donc fonction faites de attention à ça. l'activité et de la température Et de la extérieure aussi. température extérieure, bien évidemment. On est Je bien vois la semaine d'accord. dernière, moi je fais un peu d'escrime. La semaine dernière, il faisait super chaud, Ah ouais, avec la j'ai bu combi, 3 litres d'eau machin. pendant ma séance d'escrime. Ah oui, mais là, enfin, je pense que ta tenue était à J'ai dû en tordre perdre aussi. autant, hein. Oui, non, mais c'est ça, on est bien d'accord. Ouais, c'est sûr que samedi, vous aviez pas besoin de faire grand-chose pour que de toute façon, ça perle dans le dos et vous soyez détrempés, hein, on ressemblait à rien. Donc effectivement, on adapte. Mais le but, c'est pas non plus de trop boire parce que je vais être vulgaire. La différence, vous la pisserez pas. Donc vous allez la stocker et c'est pas bon non plus. Mmh. Et ça veut dire aussi qu'à trop boire, on force aussi sur nos reins et nos reins à 20 ans, tout était possible, à 80, ça commence à être compliqué. Et donc pour les personnes d'un certain âge, quand on dit qu'il faut qu'ils boivent parce qu'on est en période de canicule, faites attention aussi, c'est pas forcément que de l'eau. Ça peut être du potage froid, ça peut être un petit café, un petit thé. Pensez à varier aussi parce qu'eux, ils ont besoin de trucs un peu sympas en bouche. L'eau, ça a pas de goût, c'est difficile de boire de l'eau, pour certaines personnes, bien évidemment. Et la température peut jouer aussi. Donc les matières grasses ajoutées, on l'a vu tout à l'heure, et les petits plus qui font la différence significative, c'est significatif pour le moral et pour le gustatif. Donc ça, c'est important aussi de savoir se faire plaisir. Par rapport à notre budget, comment on fait? Donc on a déjà vu que finalement, en fonction du nombre de convives, est-ce que j'achète en frais, est-ce que j'achète en surgelé, est-ce que j'achète en conserve, sachant que nutritionnellement parlant, on a le même intérêt. Voilà, alors après, quand on aime bien cuisiner, si on achète un chou-fleur ou si on achète, je ne sais pas moi, 1 kilo de courgettes et qu'on peut les cuisiner au fur et à mesure ou alors qu'on peut cuisiner un peu plus, on peut aussi penser à congeler des plats tout prêts ou à faire des bocaux. Ça, c'est intéressant aussi pour les ressortir au moment où on en a besoin. Donc pour notre budget, en fait, en fonction de la famille d'aliments, on va avoir un budget plus ou moins important. Je pense à la famille des féculents, tout ce qui est pâtes, riz, pommes de terre, pain, pâtes, oui, je me répète, légumineuses ou ce genre de choses finalement. Ça, c'est pas un gros budget. Ça se conserve longtemps. Ça n'a pas besoin d'être conservé au frigo si c'est non cuisiné. Et donc, ça peut permettre quand même d'avoir déjà une base au niveau alimentaire et d'avoir des choses qui sont sur des prix relativement cohérents. Tout ce qui est fruits et légumes de saison vont vous permettre d'avoir des budgets et encore en fonction des intempéries, plus faciles que je me répète, si vous mangez des tomates ou des fraises en plein mois de décembre.
Donc ça, il faut le prendre en compte. Je me répète sur tout ce qui est produits surgelés et en conserve qui peuvent adapter les quantités et des fois sont sur des prix plus adaptés parce qu'on va en consommer que la quantité nécessaire. Il y a moins de risque de gâchis. Voilà. Tout ce qui est produits laitiers, beh, en fonction du type de produit laitier que vous consommez, un yaourt nature ne sera pas le même prix que, un yaourt aux fruits ou une crème dessert. Donc ça, c'est à prendre en compte. Un yaourt nature avec, une cuillère à café de confiture maison, ça sera quand même peut-être moins cher qu'un yaourt aux fruits, de grande marque. Pareil, pensez à tout ce qui va être produits distributeurs. Les produits distributeurs sur des produits basiques, ça reste du basique. Des pâtes, qu'elles soient Panzani, je ne sais pas, Barilla ou de votre, supermarché du coin, finalement, ça reste des pâtes. Ce qui peut changer, c'est si vous consommez des plats tout prêts ou des plats très travaillés. Je pense à un yaourt, type crème tatin, qui est plutôt une crème type tatin. Ben là, forcément, il y a beaucoup plus d'ingrédients, c'est beaucoup plus travaillé. Peut-être que d'une marque à l'autre, il peut y avoir une différence significative sur la qualité nutritionnelle du produit. Et tout ce qui est viande, poisson, œufs, et beh, alors là, c'est pas être le gros boom parce que si vous prenez un poisson sauvage, de toute façon, c'est hors de prix. Si vous prenez de la viande en ce moment, on va arriver sur des prix qui vont continuer d'augmenter et là, la qualité peut être du simple au double en fonction si c'est un label rouge ou si c'est un par exemple, une volaille qui est élevée en plein air ou une volaille qui est élevée en batterie et ça va aussi jouer sur notre impact, personnel. C'est-à-dire qu'est-ce que je veux mettre dans mon assiette et ça ne se justifie pas. C'est à vous de savoir. Par contre, c'est ce que je disais, des fois les sardines ou les filets de maquereau, finalement, c'est pas très, très cher et ça peut vous permettre d'avoir un apport en poisson à des prix tout à fait corrects. Les œufs, c'est des choses qui sont tout à fait correctes au niveau budget et qui vous apportent des protéines de très bonne valeur biologique. Pour tout ce qui est bio, on sait que c'est plus cher et là, c'est plutôt un aspect, je dirais, environnemental qui est à prendre en compte et ce que nous, on est capable de mettre comme budget vis-à-vis de cette démarche. Par exemple, je pense aux œufs. Les œufs, vont pas avoir un impact très important sur le prix du bio. Si vous achetez de la farine, qu'elle soit classique ou qu'elle soit bio, il y aura une différence, mais il y aura pas une grosse différence. Par contre, sur tout ce qui est plat préparé ou plat très travaillé, là, on va avoir une différence notable et j'attire votre attention aussi sur l'effet marketing, c'est-à-dire que sur le bio, tout le produit n'est pas forcément bio. Il convient d'aller voir dans la liste des ingrédients quels sont exactement les produits bio qui interviennent dans ce type de produit. Si vous achetez des biscuits bio, des fois, c'est pas la farine, c'est juste les pépites de chocolat qui sont bio. Donc faites attention à ça et ça, c'est stipulé, c'est une obligation réglementaire que ce soit stipulé sur l'emballage alimentaire. Donc faites attention à ça. Donc la courbe des repères, j'aime bien cette courbe, c'est pour vous montrer que finalement, c'est une autre façon de présenter la pyramide alimentaire par rapport à ce qui est le plus important en quantité pour nos besoins physiologiques et ce qui est le moins important. Vous voyez, tout ce qui est viande, poisson, œuf, finalement, on en a besoin, je vous disais, que de 150 grammes maximum par jour et non pas par repas. Donc, on n'est pas obligé d'en consommer à chaque repas et on peut adapter les quantités. Et on est bien sur des produits qui peuvent être de la viande, poisson ou œuf grillés, mijotés, mais ça peut être aussi tout ce qui est poisson ou en sardines, ça peut être des œufs durs, ça peut être une tranche de jambon, ça peut être un blanc de poulet. Donc adapter aussi ce type de produit. Et les matières grasses, alors là, ça flambe, mais on n'en a pas besoin non plus en quantité énorme. Je me répète, c'est une carotte râpée en vinaigrette et c'est pas de la vinaigrette avec un peu de carotte râpée. Donc faites attention à ça. Et tout ce qui est produits sucrés, produits style chips ou ce genre de choses, sucrés ou salés, finalement c'est très riche parce que enfin, ça demande un budget très important parce que c'est riche en composantes. Quand vous achetez des biscuits tout prêts ou des bonbons, c'est très travaillé. L'idée au niveau du petit budget, ça peut être aussi de préparer des biscuits ou des gâteaux, maison et de les conserver dans des boîtes adaptées comme faisaient, nos grands-mères. Moi, je me souviens de ma grand-mère avec des boîtes à gâteaux, où elle faisait les biscuits, les sablés, ce genre de choses et on en mangeait régulièrement en quantité adaptée. Mais finalement, ça lui coûtait beaucoup moins cher que d'acheter des biscuits ou des gâteaux tout prêts, hein. Je veux dire un gâteau au yaourt, c'est pas bien compliqué à faire et c'est toujours bon, c'est toujours apprécié et dedans, vous pouvez mettre, une pomme ou un fruit qui commence à se fatiguer. Donc, double emploi, double recette. Voilà. Donc pensez à ça. Alors là, je vous remets aussi le coût des fruits et des légumes en fonction de la saisonnalité et en fonction aussi, du type de produit que l'on va trouver et du conditionnement. Donc voilà. Des fois aussi au niveau du petit budget, aller au marché aux horaires de fin de marché
peut permettre d'avoir des choses, finalement, vous allez en avoir soit un peu plus, soit, le maraîcher va vous dire: «Bon, bah, à la limite, moi, je remballe pas, je ramène pas ça» ou ça va se perdre, donc vous allez avoir des choses avec un budget un peu moindre. Ça peut jouer aussi. Nous avions aussi eu un participant qui nous avait dit une année qu'il y avait, des sites de collecte de produits qui sont en denrées périssables très courtes, et ça peut être intéressant aussi. Dans les supermarchés, souvent, vous avez aussi des promos sur des dates limites, de produits qui vont avoir une date limite qui est très courte et donc ça ne vous empêche pas de les congeler après. Oui, effectivement, Cathy, le Too Good To Go, ça peut aussi aider dans certaines, boulangeries, pâtisseries. Ils vous disent aussi que si vous venez après 18h finalement ou 18h30, vous avez des tarifs avantageux parce que, bah, sinon ils jettent. Donc voilà. Donc ça, c'est important aussi de faire un point là-dessus, par rapport à des fois des produits de qualité qu'on ne pourrait pas acheter et qui vont être en promotion parce qu'ils sont sur des dates limites de consommation ou parce que vous avez des supermarchés, des restaurateurs ou des épiciers qui vont les mettre à tarif réduit parce que, voilà, ils veulent pas les jeter et donc ils préfèrent les donner. Donc ça, c'est important. Donc la saisonnalité, on vous la rappelle aussi et donc ça, vous allez sur le site, par exemple, Bouger Manger, vous avez les listes des fruits et des légumes de saison, mais vous allez sur plein d'autres sites, vous les avez également. Et donc les portions de fruits, on parle bien d'une tomate, de 100-120 grammes, on parle bien, une endive, on parle bien une pomme, 2 kiwis, enfin voilà, on n'est pas sur des quantités, énormes, hein. Un ramequin de carottes râpées de 100 à 150 grammes, c'est votre portion de fruits, c'est pas la peine d'en faire, énormément. Donc pensez à ça. Et le fait aussi, je pense, en été, par exemple, d'avoir des produits type crudité qui se mastiquent plus, finalement, on en mange moins. C'est à prendre en compte. Tout ce qui est viande, poisson ou œufs, vous voyez en fonction du choix, vous avez cher et plutôt bon marché, donc ça peut valoir le coup. Les abats, par exemple, sont très peu chers et sont pas valorisés et si vous aimez ça, c'est facile et que vous savez les cuisiner, c'est intéressant et ça se congèle plutôt pas mal. Tout ce qui va être, échine de porc ou ce genre de choses, le poulet, c'est pas des prix non plus très, très importants. Les viandes hachées sont de même qualité nutritionnelle qu'une viande telle quelle. La seule chose, c'est que vous n'avez pas la mastication qui rentre en compte. Donc, pensez dans ces cas-là à avoir à côté un produit, une garniture qui se mastique un peu plus pour pouvoir jouer sur ce temps de rassasiement et de satiété. Donc les exemples de portions, donc on est bien sur 100 grammes de volaille, on est bien sur 100 grammes de poisson et je vous dis, moi, ma référence, c'est 150 grammes par jour. C'est pas non plus voilà et si on devait reprendre l'exemple, c'est vraiment la paume de ma main au niveau d'une portion, c'est pas plus. Donc si on doit faire un point sur les portions, vous avez la paume de votre main qui fait la portion de viande et la main complète, pour la portion de légumes et pour la portion de féculents. Tout ce qui est céréales, légumes secs peuvent être une bonne association pour ne pas consommer de viande, poisson ou œufs, soit parce que par conviction, soit par budget, soit aussi parce que, finalement, ça permet de découvrir des saveurs, assez intéressantes. Donc pensez à ça aussi, à varier les sources de légumineuses, de céréales et de féculents pour contrecarrer tout ce qui est viande, poisson, œufs, si vous aimez ça et je vous dis des fois en été, on a moins envie de choses chaudes. C'est une bonne façon de faire des salades ou de faire des associations intéressantes. Les produits laitiers, donc par exemple le lait, c'est très peu cher. Vous avez certains fromages type Emmental, ou Camembert qui sont à des prix relativement cohérents, et qui se découpent bien, qui se portionnent bien. Tout ce qui est yaourt plutôt nature ou des produits basiques que des produits, très travaillés. Je pense fromage blanc, faisselle, c'est pas excessif au niveau du budget. Par contre, forcément, si vous allez sur, le brie truffé ou le roquefort ou ce genre de choses, ça va être sur des prix beaucoup plus c'est important. Sur les marchés, souvent en été, on propose des petits chèvres frais. C'est sûr que c'est très cher par rapport à la quantité de produits que vous allez avoir. Mais gustativement, c'est aussi intéressant. Et les exemples de produits laitiers, c'est une portion de camembert, c'est une portion de fromage fondu, c'est, un bol de fromage blanc, c'est un yaourt. C'est pas des quantités non plus très importantes et c'est 3 portions par jour, pas plus non plus. Et je vous dis, si vous voulez passer sur du chèvre ou brebis, au niveau calcique et au niveau protéines, on est sur un équivalent. Donc le coût des boissons, l'eau du robinet, c'est quand même ce qui coûte le moins cher. L'eau de source, qu'elle soit plate ou gazeuse, c'est quand même pas des tarifs énormes. Heu,
Par contre, faites attention aussi, tout ce qui est boissons type végétal sont beaucoup plus chères. Et puis, pensez aussi que l'alcool, déshydrate et aussi a un coût non négligeable. Donc, l'alcool ne remplace pas un verre d'eau. Et tout ce qui va être jus d'orange, ça rentre aussi dans une portion de fruits. Tout ce qui est boisson sucrée rentrera dans les apports en sucre. Est-ce que vous, votre repas du midi correspond bien à la règle des 5 et est-ce qu'il sera équilibré? Est-ce qu'il rentrera dans un budget adapté? Pascal, tu sais ce que tu manges? Pas encore. Ah, donc Je vais pense à regarder ta ça règle après ma des visio, 5. je vais ouvrir mon Je frigo et vous mets puis, en appétit. Donc voilà. Donc le menu équilibré, pensez quand même à cette fameuse règle des 5. Pensez à varier les sources de produits, que ce soit au niveau des protéines, des féculents, des légumes. Parce que si on mange toujours pareil, finalement, je vous dis, soit on mange pas assez, soit on va manger trop parce qu'il nous en faut plus pour arriver à une même sensation et une même, je dirais, satiété intéressante gustativement. Donc voilà, donc pensez à la règle des 5. Et quelques exemples de menus. Donc là, on vous remet finalement que ça peut être des sandwichs, mais si vous faites des sandwichs avec une tomate à la croque, finalement, votre équilibre, il est bon. Pensez à tout ce qui est bowl aussi. Les bowls, c'est une tendance qu'il y a depuis quelques années. Et l'avantage, c'est que vous mettez tout. C'est une salade composée. C'est le nouveau terme de la salade composée. C'est plus chic, paraît-il. Mais finalement, la salade composée, vous pouvez mettre des légumes, des féculents, des protéines, du fromage. Enfin, vous pouvez tout avoir. Et on peut même faire un mélange sucré-salé pour avoir vraiment la totale. Donc, pensez à ça. Et pensez aussi à cette fameuse règle des 5. Donc là, je vous remets, vous pourrez les avoir en ligne, les différents exemples de menus équilibrés. Et donc, le but, c'est vraiment de valoriser un équilibre au quotidien. Pensez à congeler ou à faire des portions, des petites gamelles pour pouvoir remanger une deuxième fois dans la semaine et pas forcément directement le repas suivant. Moi, par exemple, le midi, souvent, je suis à la gamelle. Ce que j'ai préparé hier soir, je vais le manger demain midi pour pas avoir cette sensation de manger toujours pareil. Et préparez, s'il y a des gamelles, préparez vos gamelles avant le repas parce que sinon, on a tendance à avoir que en fonction de ce qui reste. Et ça ne rentre pas forcément dans l'équilibre alimentaire de la règle des 5. Donc voilà. Donc c'est vrai que le fait aussi de faire ces courses peut-être 2 fois dans la semaine plutôt qu'une grosse fois, fait qu'on va adapter aussi au mieux les quantités et au mieux par rapport à ce que l'on a dans nos placards. Votre budget, c'est aussi faire attention à ce que vous avez déjà dans les placards et ce qui arrive à la date de péremption limite dans votre frigo et dans votre congélateur. Parce que souvent, on achète, mais on ne fait pas attention à ce qu'il y a et on perd aussi des choses. Et ça, indirectement, petit ça budget joue sur égale le limiter budget. le gâchis. Merci Laure. Il y a des choses dont on a déjà parlé la dernière fois sur Le gâchis le nombre, alimentaire, mais voilà, gâchis alimentaire et puis le nombre de fois où on va faire les courses qui évolue exactement. au fil des ans en fonction de l'âge, en fonction de l'activité. Et en fonction aussi du nombre Euh, de convives. voilà, Parce que des exactement. familles très nombreuses, effectivement, je comprends qu'il convient de faire un gros plein une fois par mois pour tout ce qui va être les grosses choses, parce que là, vous pouvez acheter en très grosse quantité. Je pense à la farine, je pense aux pâtes, enfin voilà, la limite, c'est pareil, les yaourts qui se gardent très longtemps sur des yaourts nature, limite, ça vaut le coup d'acheter des packs. Si vous êtes nombreux. Mais si vous êtes tout seul et que vous achetez les 12 packs le pack de 12 yaourts, à un moment donné, vous en avez juste ras-le-bol, quoi. Enfin, je vois ça comme ça, mais C'est ça. c'est personnel. Merci beaucoup Laure. Je vous invite à Je reste remplir à le votre questionnaire de disposition pour les questions. satisfaction. Je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction. Je vous ai mis le lien dans la barre de conversation. Sinon, vous cliquez vite fait sur le petit texte bleu, cliquez ici. C'est important pour nous de faire un retour à nos financeurs. Et puis, vous avez une partie champ libre pour mettre des thématiques que vous souhaiteriez que l'on aborde dans des futures visioconférences ou si vous avez des réflexions, des remarques sur cette visioconférence, n'hésitez pas à le mettre. C'est un questionnaire anonyme, donc il n'y a pas de souci. Les projets de Gwendoline, donc vous avez la chaîne YouTube pour voir tous nos replays. Donc le replay d'aujourd'hui sera disponible dès cet après-midi. Pour vous inscrire à nos prochaines visioconférences, c'est sur movadom.eventbrite.com. Vous pouvez également télécharger le livre audio coécrit entre Isabelle Palassin et Gwendoline Cotrez sur le déménagement chez les seniors. C'est gratuit et vous avez les podcasts également sur la même thématique qui sont des témoignages de différentes personnes qui ont déménagé ou qui n'ont pas déménagé et qui ont adapté leur logement. Donc tout ça sur le site de movadom.com. N'hésitez pas non plus à partager ces liens avec vos proches. La prochaine
Et dernière visioconférence de la saison, c'est demain. Non, il y en a encore une lundi, je crois, ou mardi. Une petite séance de sophrologie pour terminer. Demain, c'est le tri des papiers d'un défunt. C'est beaucoup moins joyeux et beaucoup moins Ouais, mais il faut que ça se dynamique fasse, il faut que ça se que. fasse. Mais il faut que ça se fasse. Et puis ça se fait moins souvent que les repas. Oui. Merci Marie-Christine pour votre commentaire, quelle vision intéressante et tonique. Ah, Reste à merci pratique sur la beaucoup. durée. Voilà, Jocelyne, merci pour vos bons conseils. Restez à appliquer. Oui, il faut s'y mettre, faut s'y Pour mettre. la Toutes nos pratique visios sur sont la très durée, intéressantes, mais il pensez faut s'y mettre. au niveau des menus, des exemples concrets de menus. Alors après, à revisiter peut-être, par rapport au budget et par rapport à ce que vous aimez. Mais je répète, le 3 W mangerbouger.fr propose des menus. Vous avez aussi des applications type JOW, J-O-W, ou d'autres applications qui vous donnent des exemples de menus. Alors après, vous adaptez en fonction de vos goûts, bien évidemment, en fonction de votre budget, mais c'est des fois plus facile de retravailler un menu existant que de chercher des idées. Maintenant, on mange tous finalement toujours pareil, donc reprenez ce que vous mangez au quotidien et puis retravaillez ça pour la règle des 5 et pour le budget. Exactement. Si vous avez des questions, vous envoyez un petit mail à Gwendoline à contact@movadom.com. Merci à la conférence des financeurs du département de l'Allier. Merci Laure. On se De retrouve dans rien. quelques instants pour les questions-réponses et à très bientôt.